Bonjour à tous, bienvenue dans ETV Éco. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Car oui, pour un même poste et à compétences égales, les femmes sont aujourd'hui payées 19% de moins que ces messieurs. En Guadeloupe, selon la dernière étude sur l'égalité entre les hommes et les femmes publiée par l'ARACT, seulement 3% des entreprises comptent plus de 11 salariés, ce qui montre un contexte économique particulier qui ne favorise pas forcément la mixité au travail. Voyons tout cela en détail. Les derniers chiffres sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en Guadeloupe datent de 2012. Dans ce rapport, l'ARACT, l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Guadeloupe, met d'abord en avant le contexte économique particulier, avec des entreprises qui recrutent peu, les promotions se faisant souvent à l'ancienneté, une part importante d'entreprises peu structurées en termes de ressources humaines et un dialogue social souvent perçu comme complexe. Des éléments de base qui permettent de mieux comprendre la réalité en Guadeloupe. Et selon l'ARACT, elle est sans appel. Les femmes sont plus nombreuses en entreprise et mieux formées, 30% avec un niveau bac ou supérieur contre 27% pour l'ensemble de la population. Mais malgré cela, elles restent moins bien rémunérées et plus touchées par le chômage que les hommes. Ainsi, l'écart de salaire moyen est estimé à 14%. Cela reste tout de même moins qu'en métropole où l'écart est de 19 points selon l'INSEE, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Et dans le détail justement, en Guadeloupe, ce sont les postes à responsabilité qui sont montrés du doigt en termes d'inégalité salariale, 28% d'écart en moyenne pour un cadre, 17% pour un ouvrier qualifié. À noter aussi que certaines branches d'activité restent fortement féminines. C'est le cas de l'administration et du social où plus de 65% des effectifs salariés sont des femmes. Autre chiffre intéressant, celui des créations d'entreprises, car s'il y a plus de femmes sur le marché du travail, elles représentent en Guadeloupe moins de 40% des créateurs d'entreprises. Cela reste près de 10 points de plus qu'au niveau national, mais l'ARACT souligne un écart de 8 points entre hommes et femmes au titre des entreprises toujours actives 3 ans après leur création. Enfin, on notera que selon une étude sur l'état de santé des salariés en Guadeloupe menée par la DIECT, les femmes déclarent subir plus de pression psychologique et de stress que les hommes sur leur lieu de travail. Elles se déclarent d'ailleurs en moins bonne santé et sont plus souvent arrêtées, 31% contre 21% pour les hommes dans le secteur privé. Nous recevons ce soir sur notre plateau Hélène Marie-Angélique. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Qui êtes-vous ? Je suis la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité, qui sont d'ailleurs devenues depuis cette année directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité. C'est un service de l'État, le plus petit service de l'État, qui est placé auprès du préfet de région et rattaché au SGAR, le secrétariat général pour les affaires régionales. Donc c'est un service où il est question de veiller à l'application de l'égalité entre les femmes et les hommes sur l'ensemble du territoire guadeloupéen, ainsi qu'à Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Donc c'est un service interministériel qui travaille avec tous les services de l'État, les collectivités, les associations, les entreprises, les syndicats. Donc un service ouvert sur la société guadeloupéenne, puisque les femmes, elles sont dans toute la société. On représente 50% de la population, donc on est partout. C'est un service qui existe depuis longtemps ? Oui, c'est un service qui existe depuis longtemps. Les délégués aux droits des femmes existent depuis 89, je crois. Mais il y avait déjà une première personne au niveau du gouvernement chargée des droits des femmes depuis l'époque de Madame Giroux. C'est très ancien. Et la première déléguée régionale de Guadeloupe, me semble, a été Gabrielle Caraba. D'accord. Et vous êtes là depuis quand ? Moi, je suis là depuis 99. D'accord. 99, ça fait quand même. Donc vous connaissez bien le sujet. Un bout de temps, oui. Alors vous le savez, lundi 7 novembre, une association qui s'appelle Les Glorieuses avait invité toutes les femmes françaises à stopper leur travail à 16h34 précise pour justement dénoncer un peu les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce genre d'initiative ? Ce sont des initiatives féminines, ce sont des initiatives de femmes qui luttent pour l'égalité. Et ça s'est fait déjà auparavant, ou en Islande dernièrement. D'ailleurs, c'est sur le modèle de l'Islande, je pense
qu'elles se sont inspirées. C'est une manière d'attirer l'attention sur cette inégalité qui existe et que le gouvernement a pris à bras-le-corps d'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'on en est tout à fait conscient au niveau des ministères, puisque de nombreuses mesures dont nous allons certainement parler au cours de notre échange ont été mises en place par les services publics pour justement faire en sorte que cette égalité, l'égalité qu'on croit qui n'existe pas, mais justement, elle est vraiment réelle et qu'on a l'inégalité qu'on croit qui n'existe pas, qu'on s'oriente vers une égalité réelle. Et d'ailleurs, lorsqu'on a pris la dernière loi, on parlait d'égalité réelle. Donc c'est bien parce qu'il y a cette inégalité. Et lorsqu'on regarde les chiffres, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a inégalité dans le travail, dans la société, dans les familles. Lorsqu'on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a encore à œuvrer, qu'il y a à agir sur les comportements pour faire changer les mentalités par la suite. Justement, vous parlez de chiffres. Au niveau national, selon l'INSEE, c'est 19% la différence entre salaire hommes et femmes. Est-ce que c'est la même chose sensiblement en Guadeloupe? En Guadeloupe, on est autour de 17%. C'est vrai que nous sommes dans un département où il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Ce sont de très petites entreprises en plus, donc le rapport est un peu inférieur. Simplement, quand on regarde, on se rend compte que la plupart des entreprises créent 1 ou 2 emplois ou créent quelques emplois, mais souvent c'est le SMIC. Donc il ne peut pas y avoir de différence à ce niveau-là. On va le ressentir quand on grimpe dans l'échelle des salaires. C'est surtout les cadres alors qui sont touchés? C'est surtout au niveau des cadres qu'on se rend compte de cette différence. Est-ce qu'il faudrait créer quelque chose comme une parité justement dans les entreprises pour les cadres? Il faut tendre à permettre aux femmes occuper les emplois pour lesquels elles ont les compétences au même titre que les hommes. C'est pas le cas aujourd'hui? Non, c'est pas encore tout à fait le cas. Pourquoi? Et lorsqu'on recrute, on demande, vous savez, il y a tout un dispositif dans la loi du 4 août 2014 tout un certain nombre de directives pour justement s'orienter vers cette manière de se comporter, cette vision des choses, parce que nous avons tous des filtres. La personne qui recrute, les DRH, des formations ont été mises en place pour les DRH. Au niveau de la préfecture, nous avons un plan régional de l'égalité femmes-hommes et désigner des référents égalité au niveau de tous les services de l'État, mais même également au niveau des collectivités et des chambres consulaires. Donc, permettre, former, sensibiliser pour montrer aux gens comment il faut procéder pour éviter justement qu'on soit encore dans cette situation où les femmes réussissent mieux. Elles réussissent mieux dans leur parcours scolaire, elles réussissent mieux dans le parcours universitaire, mais lorsqu'on regarde en bout de course, elles ne sont pas positionnées sur les postes où elles devraient être, mais c'est un fait de l'histoire. Ça s'explique? Mais nous avons vécu dans un monde d'hommes, nous avons évolué dans un monde d'hommes. Si les choses ont bougé, c'est parce que les femmes ont agi un peu comme ce qui se passe aujourd'hui là avec les glorieuses. C'est parce que les femmes ont manifesté et parce que des hommes ont entendu. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a eu des hommes qui ont entendu et qui ont fait bouger la réglementation parce que les hommes accompagnaient les femmes dans ce mouvement également. Est-ce que les mentalités justement au niveau des hommes, elles sont en train de changer ou c'est quand même assez lent comme processus? Le changement de mentalité est très long, hein. Quelle que soit la situation, on se rend compte que c'est difficile de faire changer les mentalités. C'est pourquoi on agit d'abord sur les comportements. Une fois que vous avez agi sur les comportements, ça suit son cours. Mais c'est un processus très long. Parce que je me souviens qu'en 99, dès 99, lorsqu'on a commencé à parler des quotas, tout le monde s'est élevé en disant oui, on va mettre des nuls, les femmes. Mais il fallait, lorsque les choses ne se font pas naturellement, il faut légiférer. Et le gouvernement l'avait très bien compris en parlant de quotas. Il s'agissait simplement de donner le coup de pouce qu'il faut pour qu'on agisse autrement. Et ça a servi. On se rend compte aujourd'hui comment les portes s'ouvrent et que les femmes investissent les champs. Et là, nous travaillons aujourd'hui avec les jeunes dans les établissements scolaires, puisque nous avons une convention, tant au niveau national que dans les déclinaisons locales, des conventions avec l'éducation nationale, justement pour parler avec les jeunes, parler avec les enseignants, sensibiliser sur l'ouverture des choix, les choix d'orientation, les choix de formation, pour faire en sorte que les filles ne se limitent pas à ces quelques filières où elles sont cantonnées encore aujourd'hui. Parce que justement, les jeunes, comment ils réagissent aujourd'hui?
Les jeunes sont très sensibles à cela. Lorsque nous intervenons dans les établissements, on se rend compte, mais il y a quand même des stéréotypes qui continuent d'être véhiculés, parce que dans la famille même, vous savez, lorsque vous dites à un petit garçon, tu es un petit garçon, ne pleure pas, ben, on le met dans un couloir. Lorsqu'on dit à une petite fille, tu es une petite fille, tu ne dois pas aller sur le terrain de football, vous l'enfermez, il faut l'ouvrir. Le garçon, on le lâche sur le terrain. Donc, dès l'enfance, il a l'habitude d'investir, de prendre. Il occupe l'espace quand il est sur un terrain de football. La petite fille, lorsqu'elle est dans sa chambre, elle est confinée autour de quelques poupées et une petite dinette. C'est un corps étroit, donc dans son cerveau. Comment voulez-vous qu'en grandissant, elle ne continue pas de reproduire ce format, ce fonctionnement? Il y a comme un sentiment d'infériorité finalement? Je ne sais pas si c'est de l'infériorité, puisque les femmes quand même savent ce qu'elles valent, hein, parce qu'on se rend compte, surtout en Guadeloupe, on ne peut pas se plaindre. Elles investissent les champs, elles se positionnent, mais je dis que les parents, dès le plus jeune âge, ont un rôle à jouer dans ce fonctionnement des petites filles et des petits garçons, apprendre aux petits garçons à s'occuper tout autant que la petite fille de la maison. Il ne s'agit pas de faire des enfants, les femmes accouchent, c'est vrai, mais l'éducation des enfants appartient aux deux parents. Les textes d'ailleurs qui ont paru en 2014 montrent bien qu'on donne un congé parental au père pour lui permettre d'accompagner la mère dans l'éducation de l'enfant et puis redonner bien sa place à l'homme au sein du foyer. Surtout chez nous, on avait vraiment besoin, parce qu'on a de très bons pères, on a des pères qui élèvent seuls leurs enfants. On a l'impression qu'on est en train on veut les émasculer. On a parlé beaucoup de potomitan. Le potomitan, c'est exclure l'homme. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Lorsqu'on me dit la femme est un potomitan, je dis mais un potomitan, c'est quelque chose de figé. Et quand on a un potomitan dans un foyer, il me semble que le foyer a besoin des deux piliers pour fonctionner, l'homme et la femme. Donc donner à chacun sa place. Et lorsque dans la sphère privée, l'homme occupe sa place, il n'est pas étonné que dans la sphère publique, la femme aussi occupe le terrain. On fait à deux et on avance à deux. La responsabilité de la délinquance n'incombe pas aux femmes comme on a tendance à le faire croire. Mais c'est vrai que souvent on s'imagine la famille monoparentale plutôt avec la maman. Oui, parce que c'est une réalité, c'est la mère qui accouche, c'est la mère qui fait les enfants, mais on a plein de dispositifs aussi qui ont amené les femmes à être seules, il ne faut pas le nier non plus. Les travailleurs sociaux l'ont souligné pendant des années. Je me souviendrai toujours d'un grand mouvement des travailleurs sociaux lorsque le RMI est arrivé en disant que ce n'était pas RMI, c'était IRM. Donc il fallait mettre le I devant pour ensuite. C'est vrai que nous n'avons pas l'économie qu'il faut pour absorber tout ce monde, mais au moins le maximum de femmes peut se positionner pour pouvoir justement qu'il y ait cette égalité et puis ne pas priver la société non plus des compétences de la moitié de ses composantes. C'est important cela aussi. Mais est-ce qu'on gâche justement un peu ce potentiel féminin? Vous dites que les filles, elles font des études, mais pourtant, elles n'ont pas des bons postes. Pourquoi? Oui, c'est une perte. Pour moi, c'est une perte de compétences. Parce qu'elles font des études, elles vont très loin, bien que ça commence à changer. Hein, mais on se rend compte qu'en bout de course, elles ne sont pas là où elles devraient être finalement. J'ai des jeunes filles qui ont fait des formations d'ingénieurs et qui ensuite vont faire de la mode. Mais ça vient d'elles-mêmes? Ça vient du fait les femmes elles se censurent aussi, elles s'auto-censurent. Si, ça vient. Mais c'est pourquoi je parle de l'éducation. L'éducation nous amène à nous auto-censurer. Et lorsque vous n'avez pas appris à votre enfant à s'affirmer, à être elle-même, à être fière de ce qu'elle est, à redresser les épaules, bomber le torse, je dis souvent ça aux jeunes, ne soyez pas complexés, soyez sûrs de ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas vous imaginer lorsque vous irez devant un employeur pour vous recruter, vous êtes sûr de vous, l'employeur le ressent. Et il réagit par rapport à cela. Et ça, c'est important aussi. Mais est-ce qu'il y a des employeurs, du fait qu'on soit des femmes, qui peuvent être un peu réticents à embaucher? Oui, ça existe. Ça existe encore? Oui, on travaille avec l'ARACT, qui est l'association pour l'amélioration des conditions de travail. J'ai un partenariat avec l'ARACT, M. Gob, qui intervient très souvent. Je l'ai entendu encore hier sur l'égalité homme-femme dans les entreprises. Mais il fait ce travail de sensibilisation des DRH
pour être neutre dans le recrutement, pour regarder la compétence, essayer de ne pas et privilégier un homme par rapport à une femme, mais de bien regarder les CV, d'avoir la neutralité du genre pour pouvoir être juste. J'ai une jeune femme qui est architecte au bâtiment de France et qui a été rejetée parce que lorsqu'on l'a recrutée, on ne savait pas que c'était une femme. Et lorsqu'elle arrivait, on a vu que c'était une femme. On lui a dit, et ça, c'était problématique? On ne peut pas vous prendre. Et c'était très problématique parce qu'elle a quitté la France où elle était pour venir. Elle s'est dit qu'elle va travailler dans la Caraïbe et en bout de course, elle s'est retrouvée à chercher autre chose. Mais pourquoi, au final, c'était pas possible? Parce qu'on voulait un homme. Parce qu'on voulait un homme. Souvent, et à l'époque, c'était possible de le faire. Aujourd'hui, on peut être sanctionné. Il faut savoir que les entreprises sont aujourd'hui amenées à réduire cette inégalité entre les hommes et les femmes et sont susceptibles de sanctions. Ils doivent présenter un rapport de situation comparée, tant pour ce qui concerne la formation, les salaires, les promotions. Il va y avoir un regard de commission sur tous ces documents qui doivent remonter au niveau central et des sanctions pourront tomber. Il y a des entreprises qui ont déjà été sanctionnées au niveau national. Donc il faut qu'on veille à cela. De toute façon, c'est rendre service à la société. Hein. Lorsque vous faites entrer une femme dans le bâtiment, vous améliorez les conditions de travail des hommes, puisqu'il faut chercher des appareils pour alléger le poids, il faut chercher, il faut des toilettes pour les femmes. Et bon puis l'ambiance, mais au niveau de l'ambiance, les hommes disent que ça change les comportements, le regard. Donc c'est enrichissant pour l'économie, c'est enrichissant pour la société, c'est enrichissant pour la femme et pour l'homme. Donc, tant qu'à faire, vaut mieux qu'on s'oriente vers cette égalité qui rend service à tout le monde. Est-ce que vous trouvez que les hommes, eux, en ont conscience de ça? Quelques hommes, oui, il y en a qui en ont conscience. Mais quelques hommes, c'est pas beaucoup? Oui, mais il y en a qui en ont conscience. D'ailleurs, il y en a qui, par contre, il y en a qui disent qu'est-ce qu'elles veulent encore. Hein? Qu'est-ce qu'elles veulent encore? Elles veulent être elles-mêmes, elles sont formées, on est dans une société, on a envie de servir cette société, puis on a envie d'avoir un revenu, on a envie de s'affirmer en tant qu'individu. Ce sont des individus, les hommes sont des individus, les femmes sont des individus. Donc nous avons besoin de nous affirmer dans cette société en tant qu'individus, ne pas priver la société de nos compétences. Et vous savez, en Guadeloupe, les femmes sont des battantes, hein. Elles sont partout. Quand elles n'ont plus d'activité professionnelle, elles se tournent vers les associations, elles se tournent vers des actions caritatives. Elles sont toujours en activité. Je trouve que c'est une richesse pour un pays d'avoir cela. Est-ce que même cette richesse, elle permettrait de booster l'économie carrément? Bien sûr, bien sûr. Les créations d'entreprises par les femmes. La Guadeloupe se trouve parmi les premiers départements en matière de création d'entreprises par les femmes. Souvent, elles créent leur propre emploi. Mais c'est de la création. Ça permet de faire bouger l'économie également. Donc, il faut les soutenir, il faut les accompagner. Et souvent, les femmes qui créent sont aidées de leurs conjoints. Très souvent, parce que même les banques ont du mal à les soutenir. L'État a mis en place un dispositif pour les accompagner, mais ce n'est pas facile parce que les banques ne répondent pas toujours de manière positive. Je leur lance un appel, je profite de votre antenne pour leur lancer un appel et leur dire regardez autrement les demandes des femmes, elles sont sérieuses et elles arrivent et elles tiennent le coup et elles sont très dynamiques et très intéressantes. J'étais dernièrement à la remise du prix du concours Talent. On a présenté, c'est vrai que les hommes ont présenté de beaux projets, il y avait plus de projets d'hommes, mais les femmes ont de beaux projets et il faut les soutenir pour leur permettre d'être efficaces en matière d'économie sur le territoire. C'est important. Lorsque nous venons d'avoir le Forum des femmes de la Caraïbe, les femmes qui étaient présentes dans la salle ont été vraiment très frappé par tous les dispositifs mis en place par le gouvernement en matière d'égalité femmes-hommes. Ils n'ont pas de texte pour que les gens prennent en considération le positionnement des femmes dans la société. Et je me souviens de la Jamaïque qui nous disait « Venez nous voir en Jamaïque pour parler à nos gouvernements ». Et tout le monde riait, mais c'était vraiment un appel pour dire que nous n'existons pas chez nous suffisamment. Et il faut qu'on soit conscient de cela. Donc ce que nous avons aujourd'hui, profitons-en et faisons en sorte que ça profite à notre pays aussi. Vous parlez de la Jamaïque, ça veut dire que nous, en Guadeloupe, on est plutôt bien lotis par rapport aux autres pays de la Caraïbe? On est bien lotis. Lorsque je discute avec les femmes de la Caraïbe, je me rends compte qu'on est bien lotis. D'ailleurs, nous essayons avec les associations partenaires et puis des financeurs comme l'ARS, la DGSCS, l'Europe, d'autres partenaires, de mettre en place un centre multilangue pour
pour échanger justement et leur permettre d'aller de l'avant par rapport à tout ce que nous avons en matière d'égalité, que ce soit égalité par rapport à la santé, égalité par rapport au salaire, égalité par rapport à tous les droits. C'est important parce qu'il n'y a pas que le salaire, hein, c'est à différents niveaux. Hein. Les femmes ont droit à du temps pour elles ont droit à de la culture, elles ont droit au sport, c'est parce qu'elles sortent du travail, elles sont mamans, elles arrivent, elles ont une deuxième journée. C'est pour cela qu'on parle de l'investissement de l'homme dans le champ privé pour permettre justement aux femmes de participer vraiment à la vie de la cité. Il reste encore beaucoup de choses à faire alors. Oui, on a encore du chemin à parcourir, mais on ne baisse pas les bras. Lorsque je quitterai la délégation, je vais continuer avec les associations. Vous êtes une vraie femme battante en tout cas. Mais il faut être une battante. Et puis lorsqu'on est dans un tel département où les gens ont tant de qualité, moi j'entends beaucoup parler c'est vrai que la violence nous agresse tous les jours, la violence ça fait mal, mais nous avons beaucoup de jeunes très intéressants sur ce territoire. Moi je les rencontre à l'université, je les rencontre dans les collèges, dans les lycées. Il faut les mettre en lumière aussi. Il faut parler de ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui créent, qui ont envie de meilleurs devenirs pour leur pays. Il faut mettre tout ça en lumière et leur dire merci pour demain. C'est important. D'accord. Je vous remercie d'être venu parler d'égalité sur notre plateau. Tout de suite après la pub, on ira faire un tour d'horizon pour voir comment ça se passe dans les autres pays du monde et on recevra Erika Pradel, une jeune femme chef d'entreprise très dynamique. De retour sur notre plateau, nous sommes maintenant en compagnie d'Erika Pradel. Bonsoir Erika. Bonsoir. Alors d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Qui êtes-vous ? Alors Erika Pradel, je suis actuellement entrepreneur, donc je suis coach et consultante en organisation de projets de business au sein d'un cabinet qui s'appelle Impulse Consulting depuis à peu près 6 mois. Donc vous êtes une jeune femme dynamique. Comment vous vous sentez justement professionnellement ? Alors professionnellement ça va puisque je fais enfin ce que j'aime faire. Donc en termes de dynamisme ça va de soi en fait. J'entreprends, j'accompagne des personnes qui souhaitent entreprendre également, donc l'épanouissement est là en fait. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer ? En fait, je fonctionne par passion et envie. D'accord. Et je trouvais que le côté challenge et aventurieux de l'entrepreneur, c'est quelque chose qui m'attire également. Et donc, effectivement, je me suis posé beaucoup de questions, savoir si j'y vais pas, est-ce que je suis en capacité de le faire, est-ce que je peux le faire, etc. Et il y a un moment donné, effectivement, il y a un déclic qui fait que voilà, les choses sont tellement évidentes que vous vous lancez. Donc voilà, je me suis lancée avec le soutien de la famille, des amis, et puis c'est surtout que je me suis formée pour aussi. Donc ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi pour pouvoir me lancer aujourd'hui. Qu'est-ce qui continue à vous booster au quotidien ? Qu'est-ce qui continue à me booster au quotidien ? Mon fils, déjà. Mon fils, et puis c'est surtout de voir le résultat que ça peut apporter autour de moi, de toutes les personnes que je peux accompagner via mon activité, et puis de voir tout l'épanouissement et le bénéfice que je peux en tirer de manière personnelle. Donc aujourd'hui, les inégalités salariales hommes-femmes, c'est le sujet dont on va parler. Les femmes sont payées 19% de moins que les hommes. Est-ce que vous, l'égalité salariale notamment, c'est un sujet qui vous importe? C'est une cause qui vous importe? En fait, personnellement non, puisque lorsque j'ai démarré ma carrière professionnelle, j'ai débuté en tant qu'assistante de direction, donc effectivement ce côté inégalité des salaires entre hommes et femmes par rapport à l'activité par rapport au métier que je faisais, je l'ai pas ressenti. C'est pas quelque chose sur lequel. Par contre, effectivement, ça a toujours été d'actualité. Je l'ai toujours entendu. J'ai toujours entendu parler de ça, les inégalités qu'il peut y avoir entre hommes et femmes, que ce soit en termes de traitement en interne dans une entreprise, que ce soit au niveau des différences, au niveau des activités ou des postes ou des compétences demandées parfois. Et effectivement, j'ai entendu aussi toutes ces inégalités en termes de salaire. C'est quelque chose que vous ressentiez un peu au quotidien, que ce soit dans ce que vos amis, votre entourage pouvaient vous raconter? Oui, puisque j'ai des amis qui ont des postes de cadre et de responsabilité en tant que femme, qui effectivement me font part effectivement des inégalités qu'il peut y avoir, qu'elles ressentent assez fortement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui ont plus de peine
à évoluer, par exemple, qui vont peut-être mettre plus de temps qu'un homme à évoluer dans un poste, qui vont peut-être plus argumenter pour pouvoir être augmentés au niveau du salaire. Et effectivement, malheureusement, il y a ce qu'on appelle les clichés au niveau des femmes, de la vie qu'elles peuvent mener, mère de famille qui peut s'arrêter à n'importe quel moment pour s'occuper de leurs enfants. C'est quelque chose qu'on vous a déjà dit notamment ? En tout cas, quand vous arrivez en entretien d'embauche, la première des choses qu'on vous demande, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes assez disponible? Si on vous demande une disponibilité supplémentaire, est-ce que vous pouvez vous organiser? C'est pas quelque chose qu'on demande aux hommes, même quand ils sont pères de famille? Je pense pas. Je pense pas. Je voudrais pas mettre ma main au feu, mais je pense pas qu'on leur pose la même question. Vous pensez que justement il y a un travail à faire à ce niveau-là, au niveau du recrutement, mais aussi au sein même des entreprises? Je pense que les mentalités sont en train de changer. Même vis-à-vis des hommes. Ça veut dire qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont beaucoup plus concernés par la vie de famille, qui aujourd'hui, ils ont des positions au niveau de la vie de famille où ils s'occupent de leurs enfants, ils vont chercher leurs enfants à l'école, ils les emmènent, etc. Et ça commence par là, en fait. Je vois des hommes beaucoup plus impliqués dans leur vie familiale et qui aujourd'hui, de temps en temps, ça m'est arrivé de discuter avec un homme qui aujourd'hui se trouve à peu près dans la même posture qu'une femme en disant que je n'ai pas pu accepter ce poste-là parce qu'effectivement j'ai 3-4 enfants à m'occuper. Et donc ça commence à bouger. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience déjà de la part des hommes qui n'est pas négligeable. Pour atteindre justement cette égalité, notamment salariale, il faudra attendre 2186. Waouh! Donc ça fait 170 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Je suis un peu étonnée que ça soit aussi loin, parce que je trouvais que ça fait déjà une bonne quinzaine, vingtaine d'années qu'on en parle très très souvent. Je pense qu'avec les générations qui arrivent, ça peut bousculer pas mal de choses. C'est une génération qui est assez active et qui justement ne se laisse pas faire comme les générations d'avant, qui pouvaient éventuellement écouter et être passifs. Aujourd'hui, on a quand même une génération assez active qui sont à l'écoute, qui entendent, qui voient ce qui se passe et qui sont capables d'agir. Donc les 170 ans, je ne sais pas, j'aurais pensé un peu moins quand même. Vous, en tant que créatrice d'entreprise, vous trouvez ça difficile d'être à la tête de votre propre entreprise? Difficile, aujourd'hui non. J'aurais pu dire ça il y a quelques mois. Aujourd'hui non, puisque je suis à l'aise, je me suis préparée, je me suis bien entourée, je suis bien entourée. Donc aujourd'hui, non, je n'ai pas de difficulté particulière à occuper ce poste-là. Pourtant, c'est un poste qu'on peut dire à responsabilité finalement, puisque vous gérez toute l'entreprise. Pourquoi les grandes entreprises ne font pas plus confiance aux femmes pour les mettre à des hauts postes? Peut-être parce qu'on leur fait peur. Non, c'est vrai qu'une... Je sais pas, c'est vrai qu'une femme, lorsqu'elle a un poste à responsabilité, elle le prend à bras le cœur, elle le fait de A à Z, elle s'implique complètement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait qu'elle ait des enfants et qu'elle peut s'absenter à n'importe quel moment. Ce sont des femmes aujourd'hui complètement organisées. C'est faux donc tout ce qu'on dit? Je ne dis pas que tout ce qu'on dit est faux, c'est que je sais que la plupart des femmes aujourd'hui qui sont chefs d'entreprise sont de mieux en mieux organisées pour pouvoir occuper pleinement leur poste aujourd'hui. On sous-exploite alors les talents féminins? Je pense encore, oui. Je pense encore. Je sais que les femmes aujourd'hui, à force d'entendre justement les inégalités, tout ce qui s'ensuit, ont peut-être du mal encore à s'affirmer. Mais je pense sincèrement c'est en train de bouger, c'est en train de changer. Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, mais je reste confiante à ce niveau-là. Vous, justement, qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes femmes qui souhaiteraient se lancer dans leur propre création d'entreprise, finalement? C'est de croire en elles, tout simplement, de croire en ce qu'elles font, de enfin faire ce qu'elles ont envie de faire à travers leur activité. Et ce que je dis à chaque fois, c'est de savoir se préparer et de bien s'entourer. Donc à partir du moment qu'elles sont bien entourées, qu'elles ont les capacités et les compétences pour pouvoir bien mener leur activité, je ne pense pas qu'il y ait plus de freins que ça. Personnellement, j'incite les gens
à justement y aller, faire ce qu'ils ont envie de faire, que ce soit entreprendre ou pas, hein, mais de vraiment réaliser leurs projets pleinement et de les assumer complètement. Vous pensez que si on avait plus de femmes créatrices d'entreprises ou à des hauts postes, ça boosterait en quelque sorte un peu l'économie? Ça permettrait d'avoir une vision différente? Je pense. Beaucoup de choses bougeraient, surtout au niveau de l'éducation. Il y a beaucoup de choses qui bougeraient. En termes d'environnement, on est beaucoup plus sensible à ça. Il y a beaucoup de choses qui bougeraient, peut-être pas au niveau industriel, mais tout ce qui est, tout ce qui est service à la personne, tout ce qui est, tout ce qui relève de l'environnement, tout ce qui relève du développement durable, les femmes sont beaucoup plus assidues là-dessus. Vous avez des contacts avec d'autres membres de la Caraïbe quelquefois. Est-ce que vous trouvez que la situation est différente ailleurs? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Par contre, je sais que côté anglophone, les femmes sont beaucoup plus... elles y vont, elles foncent un peu plus... Ah ouais? Ouais, elles sont beaucoup plus... On a plus de réticence, nous, ici? Je pense, ouais. Je pense qu'il y a encore des réticences, mais c'est comme je vous disais, ça commence à bouger. Surtout en Guadeloupe, donc on a quand même affaire à des femmes fortes, caractérielles, donc on se bat quand même pour obtenir ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'anglophone, ils sont déjà quand même dans une culture entrepreneuriale beaucoup plus avancée que nous, au niveau de la Guadeloupe, la Martinique ou Guyane. Et donc voilà, elles s'assument beaucoup plus. Mais c'est une démarche qui est en train de se faire actuellement sur la partie francophone. Et ça s'explique comment? C'est de par leur passé? Elles ont plus d'aide? Non, je sais pas. La culture entrepreneuriale locale était un petit peu difficile. Ça veut dire que entreprendre, c'est des risques. La famille n'est pas forcément pour, tu t'en rends compte. Vaut mieux avoir ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi que d'aller se lancer l'entrepreneuriat. Et puis effectivement, la plupart du temps, vous entendez dire c'est un pile ou face. Donc si c'est pile, oui, en fait, moi ce qu'on m'a dit, c'est oui, fais ce qui te semble bon de faire. Maintenant, il m'est arrivé d'avoir des échecs et j'ai quand même obtenu ce soutien-là de la part de la famille qui ont compris pourquoi. J'ai dû leur expliquer pourquoi ça n'a pas réussi pour telle et telle raison. Si aujourd'hui je repars, ça sera d'une autre façon, d'une autre manière. Vous ne regrettez pas? Non. Non, l'échec pour moi, ça fait partie de la réussite. Si on échoue, c'est qu'il y a quelque chose effectivement qui ne s'est pas fait normalement ou il y a quelque chose qu'on a loupé, etc. Et j'estime qu'à partir du moment qu'on a un échec et qu'on prend du recul pour cette remise en question, de savoir là où ça a coincé, comment on va s'y prendre pour pouvoir redémarrer mais de manière plus sereine et avec d'autres outils, d'autres moyens, après l'échec sert à ça en fait. D'accord. Merci Erika Pradel d'être venue échanger sur notre plateau et un grand merci pour toutes ces précisions. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur ETV pour un nouvel épisode. À bientôt.